Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2006, un jeune et brillant étudiant en médecine de 27 ans, Brian Shaffer, disparaît sans laisser la moindre trace. Il est filmé par une caméra de surveillance entrant dans un bar, l'Ugly Tuna Saloon à Columbus, Ohio, mais aucune image ne le montre jamais en ressortir. Dans une ère de surveillance quasi constante, comment un homme peut-il littéralement s'évaporer? Cette affaire, un véritable mystère en chambre close à l'échelle d'un bâtiment public, est devenue l'une des énigmes les plus déconcertantes de l'histoire criminelle américaine moderne. Dans les minutes qui suivent, nous allons plonger au cœur de cette nuit fatidique, examiner la vie de Brian Shaffer, les failles de l'enquête et les théories qui continuent de hanter sa famille et des milliers d'amateurs de mystères à travers le monde. L'absence totale de preuves est devenue la preuve la plus assourdissante. Si vous êtes fasciné par les mystères non résolus et que vous voulez nous aider à faire la lumière sur des cas comme celui-ci, abonnez-vous dès maintenant à Traces perdues et activez les notifications. Chaque vue, chaque partage peut contribuer à maintenir une affaire vivante et, qui sait, peut-être à la résoudre. La nuit du 31 mars 2006, la ville de Columbus dans l'Ohio vibrait de l'énergie familière d'un vendredi soir. Pour les étudiants de l'Université d'État de l'Ohio, OSU, c'était une nuit de libération et de célébration, marquant la fin d'une semaine épuisante d'examens finaux et le début des vacances de printemps. Parmi eux se trouvait Brian Shaffer, un étudiant en médecine de 27 ans, au seuil d'un avenir prometteur. Il était sorti avec un ami, naviguant dans les bars animés du South Campus Gateway, un complexe moderne de boutiques, de restaurants et d'appartements sur High Street. La soirée devait être une simple ponctuation à la fin d'un chapitre de dur labeur, un prélude à des vacances très attendues à Miami, un voyage qui représentait un certain investissement financier pour sa famille. Au lieu de cela, elle est devenue le début d'un mystère sans fin. Le point central de ce mystère est un établissement aujourd'hui disparu appelé l'Ugly Tuna Saloon, un bar populaire situé au 2e étage, accessible par un long escalator. Peu avant 2 heures du matin, alors que l'on était passé au 1er avril, Brian Shaffer a été filmé par une caméra de sécurité près de l'entrée du bar. Les images le montrent parlant brièvement avec 2 jeunes femmes avant de se retourner et de sortir du champ de la caméra, semblant se diriger à nouveau vers l'entrée du bar. Il n'a plus jamais été revu. Dans les heures et les jours qui ont suivi, un fait déconcertant a émergé. Un fait qui allait élever l'affaire du statut de simple disparition à celui de phénomène de la culture du true crime. Le bâtiment du South Campus Gateway, construit dans une zone connue pour son taux de criminalité élevé, était équipé de nombreuses caméras de sécurité, dont une pointée directement sur la seule entrée et sortie publique de l'Ugly Tuna Saloon. Les enquêteurs allaient méticuleusement examiner les enregistrements de cette nuit-là. Ils ont vu chaque client qui a quitté le bar après sa fermeture à 2 heures du matin. Absolument tous, sauf Brian Shaffer. Il a été enregistré entrant dans le bâtiment, mais il n'existe aucune preuve qu'il en soit jamais sorti. Ses amis qui étaient avec lui cette nuit-là, William Clint Florence et Meredith Reed, l'ont cherché à l'intérieur du bar bondé alors qu'il se vidait, appelant son téléphone portable en vain. Supposant qu'il était parti discrètement pour rentrer à pied à son appartement voisin sans les prévenir, un événement assez courant lors d'une soirée de tournée des bars, ils sont finalement partis. C'était une supposition logique qui s'est avérée catastrophiquement fausse. Brian n'était pas à son appartement. Il n'a pas répondu à son téléphone ce week-end-là. Le lundi matin, il a manqué son vol pour Miami. Il s'était, à toutes fins utiles, volatilisé. La disparition de Brian Shaffer est devenue l'une des affaires non résolues les plus perplexes de l'histoire américaine moderne. Un mystère en chambre close de la vie réelle, non pas dans un manoir isolé, mais dans un espace public, fortement surveillé. La puissance durable de l'affaire découle de ce paradoxe central. À une époque définie par les empreintes numériques et la surveillance omniprésente, l'idée qu'une personne puisse simplement cesser d'être observable est profondément troublante. La technologie même destinée à assurer la sécurité et la responsabilité a plutôt fourni le noyau immuable et exaspérant du mystère. L'absence totale de preuves, pas de corps, pas de scène de crime, pas d'activité financière et, surtout,
pas d'image d'une sortie, est devenu l'indice le plus déterminant et le plus frustrant de l'affaire, laissant les enquêteurs, sa famille et un public captivé se débattre avec la même question depuis près de 2 décennies. Qu'est-il arrivé à Brian Shaffer? Le coût émotionnel pour sa famille est incalculable, mais le coût financier de la recherche, des récompenses offertes et des ressources policières déployées se chiffre en centaines de milliers de dollars, un fardeau monétaire qui s'ajoute à la douleur de l'incertitude. Pour comprendre le tourbillon de théories entourant sa disparition, il faut d'abord comprendre l'homme en son centre. Brian Shaffer était bien plus que l'étiquette « l'étudiant en médecine disparu » qu'il a défini dans les gros titres. C'était un homme de contraste, à un carrefour personnel et professionnel, et subissant une confluence d'immenses pressions psychologiques qui fournissent un contexte critique, bien qu'ambigu, à ses dernières heures. Né le 25 février 1979, Brian Randall Shaffer a grandi à Pickerington, Ohio, une banlieue de Columbus. Il était l'aîné des 2 fils de Randy et Renee Shaffer et était connu comme un jeune homme responsable et intelligent. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1997, il a fréquenté l'Université d'État de l'Ohio, obtenant un diplôme de premier cycle en microbiologie 6 ans plus tard. En 2004, il est retourné à l'OSU pour s'engager sur la voie exigeante des études de médecine. Poursuivre une carrière médicale représentait un investissement de temps et d'argent considérable, une voie vers une stabilité financière et un statut social élevé. Pourtant, sous la surface du futur médecin dévoué se cachait une ambition différente. Ses amis et sa famille connaissèrent sa passion pour la musique. Il jouait de la guitare et rêvait d'une vie plus insouciante, peut-être en fondant un groupe dans la veine de ses héros musicaux comme Jimmy Buffett et, surtout, Pearl Jam. Ce n'était pas une fantaisie passagère. C'était une partie essentielle de son identité, à tel point qu'il avait le logo emblématique du Stickman du single de Pearl Jam Alive, tatoué sur le haut de son bras droit. Ce tatouage, ainsi qu'une tache distinctive dans l'iris de son œil gauche, deviendraient ses traits d'identification les plus importants sur les milliers d'avis de recherche qui ont suivi sa disparition. Cette dichotomie interne, le monde structuré et performant de la médecine contre le monde détendu et créatif d'un musicien à l'esprit tropical, représente une tension fondamentale dans sa vie, une tension que les théories spéculatives allaient au plus tard exploiter. En 2006, la vie de Brian était ancrée par sa relation avec Alexi Wagoner, une autre étudiante en 2e année de médecine à l'OSU. Leur lien était sérieux et profond. Ils avaient prévu un voyage de vacances de printemps à Miami, un cadeau de la mère de Brian, et l'entourage croyait fermement que Brian avait l'intention de demander Alexi en mariage pendant ses vacances. Cette conviction rend sa dernière communication connue d'autant plus poignante. Vers 22h, le soir de sa disparition, il a appelé Alexi, qui rendait visite à sa famille à Toledo. Il lui a dit qu'il l'aimait et qu'il attendait avec impatience leur voyage, une conversation qui semblait rayonner d'espoir tourné vers l'avenir, et non de désespoir. Ses liens familiaux étaient également forts. Il était proche de son jeune frère, Derek, et de son père, Randy. Il a dîné avec son père quelques heures seulement avant de sortir, un dernier moment normal avant l'abîme. Ces relations brossent le portrait d'un homme profondément intégré dans un réseau d'amour et de soutien, un homme avec des engagements et des liens qui rendent l'idée d'un abandon volontaire de sa vie difficile à concilier. La disparition de Brian ne s'est pas produite dans le vide. Elle est survenue à un moment de profond trouble personnel et de stress. 3 semaines plus tôt, en mars 2006, sa mère, Renee, était décédée des suites d'une bataille contre la myélodysplasie, une forme rare de cancer. La perte a été dévastatrice pour la famille très unie et Brian luttait pour faire face à son deuil. Cet immense fardeau émotionnel était aggravé par les exigences rigoureuses de sa 2e année de médecine. La semaine de sa disparition était la semaine des examens finaux, et il avait passé des nuits blanches à étudier, se poussant jusqu'à l'épuisement. Son père, Randy, a observé cette fatigue lors de leur dîner, notant que son fils semblait épuisé et se demandant s'il devait même sortir ce soir-là. Ajoutez à cela la pression qu'il s'était lui-même imposée d'une demande en mariage planifiée,
et un tableau émerge d'un jeune homme à la convergence du deuil, de l'épuisement et de décisions de vie monumentales. Cette tempête parfaite de facteurs de stress est au cœur de l'affaire. Elle fournit le principal carburant pour les théories de disparition volontaire ou même de suicide. Le poids de tout cela aurait-il pu devenir trop lourd? Cependant, ce récit est compliqué par des preuves contradictoires. Les amis qui étaient avec lui ont insisté sur le fait qu'ils ne croyaient pas qu'il était déprimé ou suicidaire à l'époque. Ses actions dans les jours et les heures qui ont précédé sa disparition, faire des plans de vacances concrets, appeler sa petite amie pour lui exprimer son amour, inviter son frère à se joindre à lui et à son ami pour la soirée, ne sont généralement pas les actions d'une personne qui prévoit de mettre fin à ses jours ou de s'enfuir. Un indice ambigu de sa vie numérique trouble encore plus les eaux. Sur son profil MySpace, Brian avait écrit qu'il préférerait être sur une plage à fumer avec Bob Marley. Était-ce, comme l'a médité un enquêteur, un aperçu de ses véritables désirs? Un signe que la vie de médecin n'était pas son rêve, mais celui de ses parents? Ou était-ce simplement le genre de déclaration désinvolte et humoristique, commune au profil de médias sociaux d'un jeune, maintenant chargé d'une signification excessive à la suite de la tragédie? En fin de compte, les preuves concernant l'état d'esprit de Brian Shaffer sont fondamentalement contradictoires. Il était à la fois un fils en deuil et un fiancé plein d'espoir, un étudiant responsable et un musicien rêveur, un homme planifiant l'avenir et un homme pliant sous le poids du présent. Toute théorie sur sa disparition qui s'accroche à l'une de ses facettes à l'exclusion des autres est une simplification excessive. Le mystère est approfondi par cette complexité même. Il a disparu à un carrefour personnel, où de multiples chemins contradictoires semblaient impossibles, et sa disparition représente la nature tragiquement non résolue de ce conflit interne. L'enquête sur la disparition de Brian Shaffer repose sur la reconstruction précise de ses mouvements dans la nuit du vendredi 31 mars et au petit matin du samedi 1er avril 2006. Chaque étape documentée, chaque interaction et chaque appel téléphonique fournit une pièce du puzzle, formant le socle factuel sur lequel toutes les théories ultérieures sont construites. Vendredi 31 mars 2006. Début de soirée. Brian Shaffer dîne d'un steak avec son père, Randy Shaffer. C'est un repas calme, apparemment ordinaire. Randy se souviendra plus tard que son fils semblait épuisé par une semaine d'études intenses pour ses examens finaux de médecine. Bien qu'il ait des réserves sur le fait que Brian sorte ce soir-là, Randy n'exprime pas ses inquiétudes. 21h. Brian retrouve son ami, William Clint Florence, à l'Ugly Tuna Saloon, un bar situé au 2e étage du complexe South Campus Gateway sur High Street. C'est leur point de départ pour une nuit destinée à célébrer le début des vacances de printemps. 22h. Brian passe un appel téléphonique crucial à sa petite amie, Alexis Wagoner. Elle est à Toledo, rendant visite à sa famille, avant qu'elle et Brian ne doivent s'envoler pour Miami le lundi. Pendant l'appel, Brian réaffirme leur plan et lui dit qu'il l'aime. Cette communication est un point d'ancrage clé pour les enquêteurs, suggérant que son état d'esprit était tourné vers leur avenir commun. 22h, minuit. Après leurs premiers verres à l'Ugly Tuna, Brian et Clint se lancent dans une tournée des bars. Ils descendent High Street en direction du quartier de l'Arena, visitant plusieurs autres établissements. Selon Florence, ils ont bu un shot d'alcool fort à chaque arrêt, ce qui indique une nuit de forte consommation d'alcool. Samedi 1er avril 2006. Après minuit, alors qu'ils se trouvent dans le Short North, un quartier connu pour ses bars et ses galeries, Brian et Clint rencontrent Meredith Reed, une amie de Clint. Environ 1h15. Meredith Reed propose de raccompagner les deux hommes. Ils décident de retourner à l'Ugly Tuna Saloon pour un dernier verre. Les images de la caméra de sécurité du complexe Gateway montrent une image claire de Brian, Clint et Meredith montant l'escalator jusqu'à l'entrée du bar au 2e étage. 1h15, 1h55. Une fois à l'intérieur du bar, Brian est séparé de ses deux compagnons. Il leur aurait dit qu'il allait parler aux membres du groupe qui jouait ce soir-là. C'est également pendant cette période qu'une altercation verbale aurait eu lieu entre Brian et Clint, un détail qui deviendra plus tard un point d'intérêt significatif pour la police. Environ 1h55, c'est le moment le plus critique et final de la chronologie connue.
Une caméra de sécurité positionnée à l'extérieur de l'entrée du bar capture Brian sur le palier en haut de l'escalator. On le voit parler nonchalamment avec deux jeunes femmes qui ont été identifiées plus tard comme étant Brighton Zatko et Amber Wick. Après une brève discussion, il leur dit au revoir. Les images le montrent ensuite se déplaçant hors du champ de la caméra, dans une direction qui semble être de retour vers l'entrée du bar. C'est la dernière image enregistrée de Brian Shaffer. 2h. L'Ugly Tuna Saloon ferme pour la nuit et les lumières s'allument. Les clients commencent à sortir du bar et à descendre l'escalator. Incapables de trouver Brian, Clint Florence et Meredith Reed essaient à plusieurs reprises d'appeler son téléphone portable mais n'obtiennent pas de réponse. Ils attendent à l'extérieur qu'il émerge de la foule qui part. Quand il n'apparaît pas, ils ont conclu qu'il a dû rentrer seul à son appartement et décident de partir sans lui. 1er avril, 2 avril, samedi et dimanche. Tout au long du week-end, les appels de plus en plus inquiets d'Alexis Wagoner et de Randy Shaffer au téléphone de Brian restent sans réponse, tombant directement sur la messagerie vocale. Randy vérifie l'appartement de Brian et le trouve intact. Sa voiture est toujours garée à l'extérieur. Son lit est fait, et ses manuels de médecine sont soigneusement rangés. 3 avril, lundi matin. Brian Shaffer ne se présente pas à l'aéroport pour son vol vers Miami avec Alexis. À ce stade, la peur s'installe véritablement. Un signalement de personnes disparues est officiellement déposé auprès du département de police de Columbus, lançant une enquête sur une disparition qui allait bientôt devenir une énigme nationale. La réponse officielle des forces de l'ordre à la disparition de Brian Shaffer a été rapide et complète, mais elle est rapidement devenue un exercice de frustration, une recherche définie non pas par la découverte d'indices, mais par leur absence déconcertante. L'enquête peut être comprise comme une bataille contre le néant, où chaque piste logique et chaque indice prometteur se dissolvaient dans l'ambiguïté, ne laissant derrière eux que le fait froid et dur de sa disparition. Le coût de cette mobilisation massive en termes d'heures de travail et de ressources a été énorme, un investissement public considérable pour un retour sur investissement nul en termes de preuves. Le département de police de Columbus, CPD, a centré ses efforts initiaux sur l'Ugly Tuna Saloon et la zone environnante du South Campus Gateway. Dans les premiers jours, la recherche a été intensive, avec jusqu'à 50 officiers impliqués à tout moment. La recherche physique était exhaustive et multidirectionnelle, reflétant une agence tentant de couvrir tous les scénarios imaginables, recherches au sol. Les officiers, parfois accompagnés de chiens policiers, ont méticuleusement fouillé les environs immédiats. Ils ont inspecté les rues, les ruelles, les bennes à ordures et autres conteneurs à déchets, à la recherche de tout signe de Brian ou de preuves d'une lutte. Recherche d'infrastructures. La police a persuadé la ville de leur accorder l'accès au système d'égout sous la zone, fouillant les tunnels souterrains à la recherche de toute trace de l'étudiant disparu. Recherches aquatiques. Suite à un tuyau d'un médium consulté par le père désespéré de Brian, Randy, des recherches approfondies ont été menées le long des rives de la rivière Olentanguy voisine. Randy, son jeune fils Derek et d'autres volontaires ont passé d'innombrables heures en cuissarde, cherchant près des piles de pont et le long des berges. Vérifications institutionnelles. Les enquêteurs ont également vérifié les hôpitaux locaux et les refuges pour sans-abri, procédure standard dans toute affaire de personnes disparues. Chacun de ces efforts exhaustifs n'a rien donné. Aucun vêtement, aucun effet personnel et aucun signe de Brian n'ont jamais été trouvés. Le cœur technologique du mystère réside dans le système de sécurité du bâtiment lui-même. L'examen par le CPD des images de vidéosurveillance a établi le paradoxe central de l'affaire. Les caméras ont clairement capturé Brian, Clint Florence et Meredith Reed, montant l'escalator vers le bar à 1h15 du matin. Une caméra a capturé Brian à l'extérieur de l'entrée du bar à 1h55, avant qu'il ne se déplace vers la porte et hors du champ. Le même système de caméra a enregistré chaque personne quittant par cette sortie principale de l'escalator lorsque le bar a fermé. Brian ne figurait pas parmi eux. Les enquêteurs ont envisagé la possibilité que les caméras, qui n'étaient pas parfaites, l'une effectuait un balayage continu, tandis que l'autre était actionnée manuellement, ait pu avoir un angle mort, lui permettant de passer inaperçu.
Pour tester cela, ils ont examiné les images des caméras de 3 autres bars voisins, dans l'espoir de capturer une image de lui s'éloignant du complexe Gateway. Ces caméras n'ont également montré aucune trace de lui, diminuant considérablement la probabilité qu'il se soit simplement éloigné de la zone de manière conventionnelle. La sortie principale étant apparemment exclue, l'enquête s'est concentrée sur la seule autre issue connue du bar, une porte de service. Cette porte, généralement non utilisée par le public, était située à une courte distance de l'endroit où Brian a été vu pour la dernière fois à la caméra. Elle donnait sur un couloir du premier étage qui, à l'époque, donnait accès à un chantier de construction actif. Cette zone de construction avait sa propre sortie extérieure, offrant un itinéraire plausible, bien que compliqué, pour sortir du bâtiment en contournant la caméra de sécurité principale. Cette théorie, cependant, comportait ses propres problèmes. Les policiers qui ont évalué l'itinéraire ont noté que le chantier était chaotique et aurait été difficile à naviguer même pour une personne sobre, sans parler de quelqu'un comme Brian qui avait bu abondamment pendant des heures. Plus important encore, cette théorie a été confrontée à une contre-preuve cruciale. Les enquêteurs ont fait appel à des chiens cadavres pour fouiller le chantier et la zone autour du bar. Les chiens, entraînés à détecter l'odeur de restes humains, n'ont détecté de manière concluante aucune trace de Brian. Bien que non infaillible, l'absence d'alerte positive des chiens a porté un coup dur à la théorie, selon laquelle Brian aurait eu un accident mortel, et que son corps gisait caché dans la zone de construction. Au fil des ans, l'enquête a été ponctuée de moments d'espoir fugaces, chacun se dissolvant finalement en déception et en impasse. Le ping du téléphone portable. En septembre 2006, 6 mois après la disparition, le rituel nocturne d'Alexis Wagoner d'appeler le téléphone de Brian a donné un résultat surprenant. Au lieu d'aller directement à la messagerie vocale comme il l'avait fait pendant des mois, le téléphone a sonné 3 fois avant de se déconnecter. Les enquêteurs ont tracé le signal et ont découvert que le téléphone avait déclenché une tour de téléphonie cellulaire à Hilliard, une banlieue située à 14 miles au nord-ouest de Columbus. C'était la première piste géographique potentielle dans l'affaire. Cependant, le fournisseur de services sans fil a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un pépin informatique, une explication exaspérément ambiguë qui a laissé la piste en suspens. Le message des îles Vierges américaines. Un canular particulièrement cruel s'est produit en 2008, après la mort tragique de Randy Schaffer. Un commentaire anonyme a été laissé sur le livre d'or en ligne de sa nécrologie qui disait « Papa, je t'aime. Amour, Brian, île Vierge américaine. » Le message a brièvement enflammé la spéculation selon laquelle Brian était en vie et avait commencé une nouvelle vie. Les enquêteurs ont tracé l'adresse IP du message jusqu'à un ordinateur accessible au public dans le comté de Franklin, Ohio, et ont rapidement déterminé qu'il s'agissait d'un canular. La photographie de Tijuana. En 2020, l'affaire a refait surface, sous les feux de la rampe nationale, lorsqu'une photographie d'un sans-abri à Tijuana, au Mexique, a commencé à circuler en ligne. L'homme présentait une ressemblance frappante avec un Brian Schaffer plus âgé. L'image est devenue virale et la piste a été prise au sérieux. La police de Columbus a travaillé avec le FBI, qui a mené une analyse faciale rigoureuse de la photographie. La conclusion a été définitive. L'homme sur la photo n'était pas Brian Schaffer. Image de progression d'âge. Dans un effort renouvelé pour susciter l'intérêt du public et de nouvelles pistes, le Bureau d'enquête criminelle, BCI, du procureur général de l'Ohio, a publié une image de progression d'âge médico-légal en mars 2021. L'image représentait ce à quoi Brian pourrait ressembler à l'âge de 42 ans. Bien qu'il s'agisse d'un outil standard dans les affaires non résolues de longue date, c'était un acte d'espoir dans un vide probatoire, une tentative de créer un nouveau fait là où aucun n'avait existé depuis 15 ans. Le schéma de l'enquête est clair. Il s'agit d'un processus d'élimination qui a méthodiquement écarté des scénarios sans identifier positivement aucune alternative viable. L'absence de corps, de scènes de crime ou d'observations crédibles a forcé le récit à tourner sans fin autour des mêmes quelques questions non résolues, rendant l'affaire particulièrement statique et résistante à la résolution. Dans une affaire définie par un vide de preuves physiques,
le focus d'une enquête se déplace inévitablement vers l'élément humain, les relations, les comportements et les déclarations de ceux qui sont les plus proches de la personne disparue. Dans l'affaire Brian Shaffer, les actions et inactions de son cercle intime la nuit de sa disparition et leur coopération ultérieure avec la police sont devenus des piliers centraux du mystère et de la perception qu'en a le public. William Clint, Florence Relation, ami un colocataire Action Déclaration, Clay était avec Brian toute la nuit, a rapporté une altercation verbale, a quitté le bar sans Brian. Son avocat a suggéré plus tard que Brian pourrait être en vie. Statut au polygraphe, a refusé sur conseil de son avocat. Alexis Wagoner. Relation, petit ami, Action, Déclaration, Clé, a parlé à Brian à 22h, a lancé les recherches quand il a manqué leur vol. Croit que Clint en sait plus. Statut au polygraphe, réussi. Meredith Reed. Relation, ami de Clint Florence, Action Déclaration. Clé, a ramené Brian et Clint à l'Ugly Tuna Saluna. Est parti avec Clint. Statut au polygraphe, réussi. Randy Shaffer. Relation. Père. Action Déclaration. Clé. A dîné avec Brian quelques heures avant sa disparition. A mené les recherches jusqu'à sa mort en 2008. Statut au polygraphe. Réussi. Derek Shaffer Relation. Frère Action Déclaration Clé. A exprimé des soupçons concernant le manque de coopération de Clint Florence et ses commentaires négatifs sur Brian. Statut au polygraphe. Non demandé. Brighton Zatko and Amber Ruick Relation. Connaissance, action, déclaration. Clé. Les deux femmes vues sur la vidéosurveillance parlant à Brian à 1h55 juste avant sa disparition. Statut au polygraphe, non demandé. Analyse détaillée William Clint. Florence. Aucun individu dans l'affaire n'a attiré plus d'attention que Clint Florence. Son refus, sur les conseils de son avocat, de se soumettre à un examen polygraphique est devenu le fait le plus débattu de toute l'enquête. Cette décision a créé un puits de gravité narratif, attirant la perception publique de l'affaire dans son orbite. En l'absence d'autres pistes, sa non-coopération a été amplifiée. La police a confirmé qu'elle était au courant d'une altercation verbale entre Florence et Shaffer à l'intérieur du bar cette nuit-là, ajoutant une autre couche de suspicion. La perspective de la famille est sans ambiguïté. Le frère de Brian, Derek, et sa petite amie, Alexis Wagoner, ont tous deux déclaré publiquement leur conviction que Clint en sait plus qu'il ne le révèle. Derek a noté qu'après l'implication de la police, le contact de Clint avec la famille a cessé et qu'il a parlé de Brian de manière négative, ce qu'il a trouvé étrange pour quelqu'un dont l'ami venait de disparaître. La version de Clint n'est venue que par l'intermédiaire de son avocat, Neil Rosenberg. Dans un courriel de 2008 à un détective privé travaillant pour la famille Shaffer, Rosenberg a déclaré que le refus de Clint était basé sur ses conseils juridiques. Non pas parce qu'il a été trompeur ou a quelque chose à cacher, mais qu'il n'a tout simplement rien de nouveau à dire et a été totalement franc et honnête avec eux depuis le début. Dans une déclaration plus provocatrice et controversée, Rosenberg a écrit « Si Brian est en vie, ce que je suis amené à croire après avoir parlé aux détectives impliqués, alors c'est Brian, et non Clint, qui cause de la douleur et des difficultés à sa famille. Brian devrait se manifester et mettre fin à cela. » Cette déclaration a été une bombe, une tentative de détourner les soupçons en suggérant simultanément que Brian était en vie et en laissant entendre que même les forces de l'ordre le pensaient. Que Florence soit impliquée ou simplement un homme qui a reçu des conseils juridiques judicieux mais publiquement préjudiciables, son silence s'est transformé d'un obstacle à l'enquête en un point central de l'intrigue du récit public. La question qu'est-il arrivé à Brian est devenue pour beaucoup « Que c'est Clint ?» Alexis Wagoner et la famille Shaffer. En contraste frappant avec le silence de Florence, se dresse le dévouement inébranlable des proches de Brian. Alexis Wagoner avait le cœur brisé mais était proactive, aidant immédiatement à créer et à distribuer des affiches de personnes disparues et participant aux recherches physiques. Son rituel d'appeler son téléphone tous les soirs pendant des mois, qui a conduit à la découverte du ping de la tour cellulaire de Hilliard, témoigne de son espoir et de sa douleur persistant. L'histoire de la famille Shaffer est une histoire de tragédie aggravée.
Randy Shaffer, déjà en deuil de la perte de sa femme, a consacré sa vie à la recherche de son fils. Il a poursuivi chaque piste, aussi mince soit-elle, jusqu'à ce que sa propre vie soit écourtée dans un accident anormal en septembre 2008, lorsqu'une branche d'arbre tombant l'a frappé lors d'une tempête de vent. Sa mort a laissé le jeune frère de Brian, Derek, comme le seul membre survivant de leur famille immédiate, portant l'immense fardeau de 3 pertes profondes et la recherche sans fin de son frère. Autre témoin, Meredith Reed, le 3e membre du groupe cette dernière nuit, a pleinement coopéré avec l'enquête et a réussi un test polygraphique. Sa coopération fournit une base de référence claire par rapport à laquelle le refus de Clint est mesuré. Les 2 femmes vues pour la dernière fois en train de parler avec Brian sur les images de vidéosurveillance, Brighton Zatko et Amber Rick, ont finalement été identifiées en 2009. Elles ont déclaré que la police ne leur avait jamais demandé de passer un polygraphe, un détail intéressant, bien que mineur, dans la chronologie de l'enquête. Pendant près de 2 décennies, le vide laissé par la disparition de Brian Shaffer a été rempli de spéculations. Ces théories se répartissent généralement en 3 grandes catégories: l'acte criminel, la disparition volontaire et la mort accidentelle. Chacune fournit une explication potentielle à l'inexplicable, mais chacune est en proie à des contradictions importantes et à un manque frustrant de preuves décisives. Elles sont enfermées dans un état de réfutation mutuelle, où les faiblesses d'une théorie deviennent les principaux arguments pour une autre, créant une boucle logique perpétuelle sans issue claire. Théorie 1. Acte criminel. Prémisse. Brian Shaffer a été victime d'un crime. Il pourrait s'agir d'un acte de violence aléatoire, comme un vol qui a mal tourné, ou d'une attaque ciblée par quelqu'un qu'il connaissait. Argument pour. La zone autour du South Campus Gateway était connue pour avoir un taux de criminalité élevé, ce qui rend plausible la théorie d'une rencontre fortuite avec un criminel violent. Une personne en état d'ébriété marchant seule tard le soir serait une cible facile. La spéculation la plus pointue, cependant, se concentre sur Clint Florence. L'altercation verbale présumée à l'intérieur du bar, combinée à son refus ultérieur de passer un test polygraphique, a fait de lui le centre de cette théorie pour beaucoup, y compris les membres de la propre famille de Brian. Au début de l'enquête, la théorie du Smiley Face Killer a également été brièvement envisagée. Cette théorie controversée postule qu'un gang ou un réseau de tueurs est responsable de la mort de nombreux hommes d'âge universitaire, retrouvés noyés dans des plans d'eau à travers le Midwest. Brian correspondait au profil de la victime. Un jeune homme athlétique et brillant qui a disparu après une nuit de beuverie. Cependant, la police de Columbus ainsi que le FBI et la plupart des organismes d'application de la loi ont largement rejeté la théorie et n'ont trouvé aucun lien crédible avec le cas de Brian. Argument contre. L'argument le plus puissant contre la théorie de l'acte criminel est l'absence absolue de preuves physiques. Une rencontre violente, un enlèvement et l'élimination d'un corps sont difficiles à exécuter dans une zone très fréquentée sans laisser la moindre trace. Pas de sang, pas de signes de lutte et aucune arme n'ont jamais été trouvées. Il est difficile de concevoir comment un homme de 1,88 mais 75 kilos a pu être maîtrisé et enlevé de la zone sans qu'un seul témoin ne voie quoi que ce soit d'inhabituel. De plus, la recherche avec des chiens cadavres dans la zone n'a donné aucun résultat. Le sergent à la retraite John Hurst, un enquêteur sur l'affaire, a déclaré publiquement que l'enquête n'avait rien révélé, indiquant que Brian avait été enlevé. Théorie 2. Disparition volontaire. Prémisse. Submergé par les pressions combinées de la mort récente de sa mère, du stress des études de médecine et d'une demande en mariage imminente, Brian a pris la décision sur un coup de tête d'abandonner sa vie et de recommencer ailleurs. Argument pour. Le mobile est l'élément le plus fort de cette théorie. Brian était indéniablement sous une immense pression personnelle. L'idée qu'il ait pu simplement tout quitter est un récit que certains, y compris les enquêteurs, ont trouvé plausible. Son intérêt exprimé pour un style de vie plus détendu de vagabond des plages et son rêve d'être musicien donnent un certain crédit à l'idée qu'il aurait pu chercher à s'échapper de la voie à haute pression sur laquelle il se trouvait. Cette théorie est renforcée par les déclarations de l'avocat de Clint Florence,
qui a affirmé qu'un détective l'avait amené à croire que la police pensait que Brian était toujours en vie. Le sergent Hurst lui-même a reconnu que c'est une forte possibilité que Brian soit parti de son propre chef et puisse encore être en vie. L'absence de corps, qui affaiblit tant la théorie de l'acte criminel, renforce ironiquement celle-ci. Le potentiel de gain financier d'une carrière médicale aurait pu être moins attrayant pour lui que la liberté. Argument contre, cette théorie s'effondre face aux actions et aux relations de Brian. Il avait une petite amie aimante qu'il était sur le point de demander en mariage et des vacances prévues avec elle qui devaient commencer en moins de 48 heures. Son dernier appel téléphonique était affectueux et tourné vers l'avenir. Son appartement a été laissé dans un état qui ne donnait aucune indication d'un départ planifié. Sa voiture était garée et toutes ses affaires étaient en place. Plus important encore, au cours des nombreuses années qui ont suivi sa disparition, il n'y a eu aucune activité sur ses comptes bancaires, ses cartes de crédit ou son numéro de sécurité sociale, et aucune observation crédible n'a jamais été confirmée. Il est exceptionnellement difficile de vivre complètement hors réseau au XXIe siècle. Enfin, sa famille et ses amis trouvent impossible de croire que l'homme attentionné qu'ils connaissaient leur infligerait volontairement une incertitude aussi prolongée et cruelle, choisissant notamment de ne pas refaire surface même après la mort tragique de son père. Théorie 3. Accident ou mésaventure. Prémisse. Brian, en état d'ébriété, a tenté de quitter le bar par la sortie de service non surveillée. En naviguant sur le chantier de construction sombre et chaotique, il a subi un accident mortel, comme une chute dans une zone inaccessible, comme du béton frais ou un puits profond, et son corps a été involontairement dissimulé par les travaux en cours, où il reste caché à ce jour. Argument pour. La principale force de cette théorie est qu'elle fournit la solution la plus nette au paradoxe de la vidéosurveillance. Elle explique pourquoi il n'a jamais été vu sortant par la sortie principale. Elle ne nécessite aucune conspiration complexe ou mobile criminelle, reposant plutôt sur la convergence simple et tragique de l'intoxication et d'un environnement dangereux. Ce scénario s'aligne sur d'autres cas documentés où des individus en état d'ébriété sont décédés après être tombés dans des dangers invisibles, comme des compacteurs à déchets ou des espaces dissimulés. Les partisans de cette théorie invoquent souvent le rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est la plus probable. Puisqu'il a été vu pour la dernière fois à l'intérieur du bâtiment, il est très probable qu'il ait péri dans les vides non surveillés et potentiellement non fouillables du bâtiment. Argument contre, cette théorie apparemment logique est sérieusement sapée par un élément clé de l'enquête, le résultat négatif de la recherche par les chiens cadavres. Bien que les chiens ne soient pas infaillibles, leur incapacité à détecter l'odeur de restes humains n'importe où, dans ou autour du chantier de construction, est une preuve puissante contre la présence d'un corps. De plus, le complexe du South Campus Gateway a subi d'importants développements et rénovations dans les années qui ont suivi 2006. Il semble improbable, bien que non impossible, que ces restes n'aient pas été découverts lors de travaux de construction ou d'entretien ultérieurs. Le résultat est un équilibre parfait et frustrant d'incertitudes. Chaque théorie est suffisamment plausible pour être considérée, mais chacune contient au moins une faille significative, apparemment fatale. Les preuves pointent simultanément dans toutes les directions et dans aucune, laissant l'affaire suspendue dans un état d'irrésolution perpétuelle. La disparition de Brian Shaffer est plus qu'un simple dossier classé dans un commissariat de police de Columbus. C'est une histoire qui a évolué, prenant une vie propre dans la conscience publique, alimentée par les médias modernes et l'essor des communautés en ligne. Son héritage est double. C'est une histoire de tragédie personnelle profonde et aggravée pour la famille Shaffer, et c'est un excellent exemple de mystère participatif, où la fascination du public maintient une affaire non résolue perpétuellement d'actualité. La douleur infligée par la disparition de Brian ne peut être surestimée, et ce n'était que le deuxième chapitre d'une série de pertes dévastatrices pour sa famille. L'histoire commence avec la mort de sa mère, Renée, d'un cancer en mars 2006. Brian a disparu 3 semaines plus tard. Pendant plus de 2 ans, son père, Randy, a mené la recherche avec une détermination implacable, devenant le visage public du deuil et de l'espoir de la famille.
Puis, en septembre 2008, la tragédie a de nouveau frappé. Alors qu'il jardinait à l'extérieur de sa maison lors d'une violente tempête de vent, Randy a été tué par la chute d'une grosse branche d'arbre. En l'espace de 30 mois, la famille Shaffer a été presque détruite, laissant le jeune frère de Brian, Derek, comme seul membre survivant de sa famille immédiate, chargé de porter le poids de leur mémoire et la question sans fin du sort de son frère. Alors que l'enquête officielle est en sommeil depuis longtemps en raison d'un manque de nouvelles pistes, l'affaire est plus active que jamais dans le domaine public. Internet est devenu le principal dépositaire de l'histoire de Brian Shaffer, créant une double réalité où une affaire officiellement froide reste culturellement chaude. Podcast et documentaire. L'affaire est un incontournable du genre True Crime. Elle a été présentée dans des émissions de télévision nationales comme Into Thin Air de Dateline NBC et de nombreuses émissions sur Investigation Discovery. Dans le monde du podcasting, elle a été couverte par des géants comme Crime Junkie et fait l'objet d'une série mensuelle dédiée et approfondie, intitulée A Brian Shaffer Story, qui analyse méticuleusement chaque facette de la disparition. Ces plateformes ont fait connaître l'affaire à des millions de personnes, s'assurant qu'elle ne soit pas oubliée et offrant un espace de discussion approfondi. La monétisation de ces contenus permet de financer de nouvelles recherches. Communauté en ligne. L'affaire est un sujet de discussion permanent sur les forums en ligne, notamment sur le r Unresolved Mysteries de Reddit. Ici, des milliers de détectives citoyens débattent des preuves, scrutent les actions des acteurs clés, proposent de nouvelles théories et comparent l'affaire à d'autres disparitions déconcertantes. Cette analyse collective et continue fonctionne comme une brigade informelle et mondiale des affaires non résolues. Cet engagement public est une arme à double tranchant. D'une part, il maintient l'espoir en vie. La discussion constante signifie que toute nouvelle information pourrait potentiellement atteindre un public massif et engagé, augmentant les chances d'une percée. C'est cet écosystème en ligne qui a porté la photographie de Tijuana à l'attention du FBI. D'autre part, il peut générer des informations erronées douloureuses et des canulars cruels, comme le commentaire laissé sur la nécrologie en ligne de Randy Shaffer, qui a créé de faux espoirs et infligé une douleur supplémentaire à une famille en deuil. Cette vie posthume numérique démontre le pouvoir de la communauté moderne du true crime, d'agir comme un puissant auxiliaire d'enquête, mais souligne également son potentiel de nuisance et sa tendance à créer un bruit distrayant qui doit être filtré par les enquêteurs et la famille. Bien qu'elle soit classée, l'affaire n'est pas close. Les organismes d'application de la loi font périodiquement des efforts pour la ramener à l'attention du public. L'action récente la plus significative a été la publication en mars 2021 par le BCI de la photo de progression d'âge de Brian, une tentative officielle de raviver un souvenir ou de générer une nouvelle piste. Le FBI continue de répertorier Brian sur sa liste des personnes disparues du programme VCAP, Violent Criminal Apprehension Program, un outil utilisé pour partager des informations sur les crimes violents et les personnes disparues entre les organismes d'application de la loi à l'échelle nationale. Une récompense significative, à un moment donné jusqu'à $100,000, est toujours offerte par Central Ohio Crime Stoppers pour toute information menant à sa localisation. Cet argent, bien que substantiel, n'a jamais suffi à briser le mur du silence. Ces actions sont une reconnaissance silencieuse que l'affaire reste ouverte, un puzzle à tendance à pièces manquantes. L'histoire de la disparition de Brian Shaffer revient toujours à la même image obsédante. Un jeune homme en haut d'un escalator, filmé par une caméra de sécurité dans les derniers instants avant que sa vie telle qu'on la connaissait ne prenne fin. Il est en équilibre entre une nuit de célébration et un destin inconnu, inconnaissable. Près de 2 décennies d'enquête, de spéculation et de chagrin ne nous ont pas rapprochés de la compréhension de ce qui s'est passé après qu'il soit sorti du champ de la caméra. Une déconstruction systématique de l'affaire ne révèle pas une réponse probable, mais un équilibre parfait d'incertitude. Les 3 théories principales, acte criminel, disparition volontaire et mort accidentelle, offrent chacune un récit potentiel, mais chacune est paralysée par de profondes contradictions probatoires. L'acte criminel est démenti par l'absence totale de scènes de crime ou de corps.
Une disparition volontaire est défiée par ses liens personnels forts, ses projets d'avenir et l'absence complète de toute empreinte financière ou sociale après sa disparition. La théorie de l'accident, qui explique si bien les images de vidéosurveillance, est sérieusement affaiblie par l'échec des chiens cadavres, expertement entraînés à trouver la moindre odeur de restes humains à l'endroit le plus logique. L'explication la plus plausible, par une mince marge de logique, pourrait résider dans cette sortie de service non surveillée. Elle reste la réponse la plus simple à la façon dont il aurait pu quitter le bâtiment sans être vu. Cependant, la recherche négative des chiens cadavres rend cette théorie profondément problématique, forçant un retour aux autres scénarios, plus complexes. Dans ce vide probatoire, le silence de Clint Florence a résonné pendant des années. Son refus de se soumettre à un polygraphe, quelle que soit la sagesse juridique qui le sous-tend, a fait de lui le point de mire des soupçons du public et des proches de Brian. Son silence est le grand inconnu connu de l'affaire. C'est une source de spéculation sans fin qui peut pointer vers un sombre secret ou être une fausse piste tragique, la réaction compréhensible mais malheureuse d'un homme pris dans une situation impossible, détournant à jamais l'attention d'une vérité plus simple et plus aléatoire. En fin de compte, le mystère de Brian Shaffer perdure à cause de ce vide parfait d'informations. C'est une histoire définie non pas par ce qui est connu, mais par ce qui est si manifestement et complètement manquant. Un corps, un témoin, un mobile, une sortie. Le silence qui entoure sa disparition n'est pas simplement une absence de bruit, c'est une présence palpable. Un témoignage d'une vie interrompue et un puzzle sans solution. Le coût humain de ce silence a été immense, mesuré par la destruction de la famille Shaffer et le deuil silencieux et continu de son frère survivant, Derek. L'espoir de réponse, aussi faible soit-il, n'a pas été éteint. L'affaire reste ouverte. Toute personne détenant des informations concernant la disparition de Brian Randall Shaffer est priée de contacter le département de police de Columbus au 614 645 45 545 ou la ligne d'information de Central Ohio Crime Stoppers au 614 461 8467. Un seul indice, une seule information pourrait suffire à briser enfin le silence qui est tombé le 1er avril 2006 et qui persiste depuis. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Plus il y aura de gens qui connaîtront l'histoire de Brian, plus grandes seront les chances que quelqu'un, quelque part, se souvienne de quelque chose. Merci d'avoir regardé.